un passage à l'Assemblée nationale sans la présence de l'opposition. Le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne fera face à la représentation nationale pour répondre à des questions d'actualité. Les citoyens sont à l'écoute. Verdict du procès de Khalifa Ababacar Sall, c'est dans 24 heures. Les deux parties affichent en ce moment la sérénité. La décision de la justice sénégalaise est attendue au moment où le Sud-Just est en grève. Et même si les greffiers n'officient pas, elle peut bel et bien être rendue, cette décision. L'éclairage de Maître Baba Diop. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal pour des élections libres, transparentes et pacifiques dans notre pays. Le diplomate s'engage à accompagner le processus électoral. Il dit avoir rencontré les différentes sensibilités politiques. Banlieue dakaroise, des milliers et des milliers de cartes biométriques sont en souffrance dans les différentes commissions. Elles ne sont pas encore retirées par leurs titulaires depuis qu'elles ont été produites. Bonjour Sornana Tambaï. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. En Mauritanie, un tribunal spécial vient de condamner 3 esclavagistes. Un verdict qui intervient quelques jours seulement après le rapport d'Amnesty International qui a recensé 43 000 cas d'esclavage dans le pays en 2016. Et dans ce contexte, un journaliste franco-marocain a été expulsé pour avoir fait un reportage sur la question. Le Maroc entame la deuxième phase de régularisation des immigrés après la première phase en 2016. Les critères d'admission sont devenus plus souples, surtout pour les mineurs et les femmes. Le développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Cher Tidiane Dagne, bonjour. Bonjour avant Antoine. Le menu sport. Handball Challenge Trophy zonal, c'est à Nouakchott. Le Sénégal joue doublement la République de Guinée ce soir. C'est en finale, vous entendrez l'un des sélectionneurs de cette équipe du Sénégal. Nous allons aussi parler football avec la Coupe du Sénégal, la suite des 8e de finale cet après-midi. Retenez qu'en basketball, nous allons nous intéresser à l'équipe féminine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui peine à décoller depuis l'entame du championnat. Abdoulaye Ndiaye signe la chronique du jour et point de vue sur les boycotts de l'opposition. Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les bandes armées ont encore opéré ce matin à Bassikan dans la commune de Niassia. Elles ont tué un individu et blessé 2 autres. Oui, pour en parler, vous êtes en direct dans ce journal. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors Antoine, comme vous l'avez dit, nous confirmons l'information selon laquelle un individu a été tué, 2 autres grièvement blessés ce matin à Bafikan. Bafikan se trouve dans la commune de Niassia. C'est entre Ziguinchor et Oussouye. C'est ce matin, Antoine, qu'une bande armée a bloqué la circulation pour dépouiller des véhicules, les personnes et les biens et les personnes de leurs biens. Donc, c'est pendant qu'il bloquait la circulation qu'un conducteur de moto de Jakarta a voulu forcer le barrage donc installé par les hommes armés. Et c'est là qu'ils ont ouvert le feu sur donc le conducteur de moto Jakarta. Ensuite, il a été perturbé avant d'aller heurter un arbre. Lui est resté sur le coup. Celui qui le supportait est grièvement blessé, est admis présentement aux urgences à l'hôpital régional de Ziguinchor. L'autre blessé, Antoine, nous dit-on, est un autre conducteur, lui aussi, un chauffeur de véhicule qui a également tenté de forcer le barrage des bandes armées. Lui aussi a essuyé des tirs de la part de ceux-ci, mais lui a eu plus de chance parce qu'il s'en est sorti avec des blessures. Lui aussi, nous apprendons à l'instant, a été admis aux urgences à l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc Antoine, l'information est là. Un individu a été tué et 2 autres blessés à Bafikan, dans la commune de Niassia ce matin, par des hommes armés. Mais pour l'instant, Antoine, on ne peut dire s'ils appartiennent au mouvement des forces démocratiques de la Casamance ou pas. Ce qui est certain, c'est que les prochaines heures nous édifieront davantage, Antoine Diouf. Des bandes armées donc ont braqué dans la zone de Bassika. Dans la commune de Niassia, il y a 1 mort et 2 blessés. Cette information qui nous vient de notre correspondant permanent au Maroc, 3 Sénégalais blessés par des Marocains lors d'affrontements à Rabat. Ils organisent en ce moment un rassemblement. Le vice-consul est en route pour Rabat. Nous y reviendrons avec notre correspondant permanent Hadim Bey. Il est 12h05. RFM 94.0, la radio en puissance.
Le Premier ministre retourne cet après-midi à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions d'actualité des députés. À coup sûr, Mohamed Abdallah Dionne est attendu par les Sénégalais sur les sujets brûlants de l'heure, comme l'insécurité, l'éducation, la santé, entre autres. Reportage Adama Anouchkaba. Le face-à-face du Premier ministre cet après-midi avec les députés, des Sénégalais l'attendent, notamment sur des questions sociales. C'est d'abord l'alimentation aussi des gens, la sécurité aussi des gens. Ces jours-ci, c'est vraiment une chose qui mérite conseil interministériel. L'insécurité préoccupe beaucoup, surtout les événements récents sur les enlèvements d'enfants. Ibrahima attend de Mohamed Boun Abdallah Dionne des mesures fermes sur cette question. C'est quelle réponse face à ce rap d'enfants? L'insécurité totale. En tout cas, moi, je l'attends sur ce front-là. Djibrilou, un homme âgé, apparemment déçu parce qu'il attendait beaucoup plus du régime actuel. L'école ne va pas, la santé ne va pas, l'éducation, aller et retour, rien ne va. Il est grand temps pour qu'ils puissent voir le problème des Sénégalais. Les gens sont fatigués, tout le monde crie. Cet enseignant, lui, rappelle au Premier ministre ses engagements. Particulièrement le secteur de l'enseignement, où le problème fondamental aujourd'hui qui bloque le système éducatif, c'est la préoccupation fondamentale, c'est l'indemnité de logement. Les artisans ont également des choses à dire. Zoulou est artiste plasticien. Une seule chose que je vais poser comme question à ce Premier ministre, quel est aujourd'hui le statut de l'artiste sénégalais? Qui est artiste, qui ne l'est pas, parce que c'est un espace ouvert à tout le monde. Le Premier ministre donc attendu sur plusieurs questions dans un contexte où le Front social est en ébullition et le landerneau politique en agitation. Adama Anouchkaba, l'opposition ne sera pas à l'Assemblée nationale. Elle a donné ses raisons, c'est le peu de temps de parole qu'on lui a accordé. Mais ce n'est pas le premier boycott de l'opposition, dite significative, car elle n'a pas été aux concertations sur le processus électoral. Qu'une opposition opte pour la politique de la chaise vide, c'est fréquent dans notre pays. Binta Diallo. Le boycott de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. En 1996 déjà, le président Abdoulaye Wade avait boudé les élections locales. En 2007, l'opposition regroupée au sein de Benno Siggil Sénégal avait tout bonnement décidé de ne pas participer aux joutes législatives. Absence à l'hémicycle, mais présence dans la rue, ce qui avait expliqué la participation de l'opposition boycotteuse à la manifestation du 23 juin 2012 devant l'Assemblée nationale. Le dialogue politique convoqué par le président Macky Sall, qui a donné naissance aux concertations autour du processus électoral, l'opposition dite significative l'a également boycotté. La présidence contestée du ministre de l'Intérieur est passée par là. Le réajustement apporté avec l'ambassadeur Seydou Nourouba, chef de file des pourparlers, ne leur a pas fait changer d'avis. Aujourd'hui encore, l'opposition parlementaire a décidé de ne pas faire face au Premier ministre Abdallah Dionne, qui vient répondre à des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, protestant du temps de parole qu'il juge dérisoire qui leur a été attribué. Ce boycott répété révèle que la décrispation entre le pouvoir et l'opposition n'est pas au rendez-vous. Il atteste donc d'une panne politique en direction de l'élection présidentielle de 2019, en plus du parrainage facteur de discorde. Le boycott systématique peut aussi ne pas être productif et payant pour l'opposition. Il faut savoir alterner donc les stratégies. Le boycott récurrent de l'opposition peut aussi desservir un pouvoir en place face à la communauté internationale. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 9, demain c'est un temps fort pour la partie civile et la défense. Nous parlons du procès de Khalifa Sall. Nous donnons donc la parole aux deux parties et c'est la sérénité qui est de mise. Mohamed Ali Mouba. Même s'il ne présume aucunement dans quel sens la décision du juge devrait aller, dans le procès Khalifa Sall, maître Baboucar Sissi dit être serein. Il fait partie du pool d'avocats qui défend l'État du Sénégal. Je peux vous dire que je suis confiant. C'est-à-dire, nous voulons simplement que la justice se prononce dans ce dossier. Maintenant, en fonction de ce qui va être jugé, l'État du Sénégal se déterminera et usera éventuellement des voies de recours. La décision sera évidemment motivée, mais cette motivation peut ne pas être partagée par les uns ou par les autres, ce qui est tout à fait normal parce que c'est la justice des hommes, c'est pas la justice de Dieu. Serein, stoïque, quel que soit le verdict, avec le sentiment toutefois du travail accompli. Maître Khoureyshiba de la Défense se livre.
nos stress, comme disent les enfants, on attend donc la décision vendredi. On est dans l'assurance de la sérénité qu'un jugement sera dit conformément au droit et à la vérité. Donc nous ne pouvons qu'être sereins dans cette attente. Nos clients également, puisque nous les rencontrons, ils ont le moral. Ne stress, sentiment du travail accompli, mais demain Khalifa Sall fait face en tout cas à son destin. Une épreuve sur le chemin du politique, endeuillé, dit l'avocat, par la mort de Mamadou Diop, un des proches de Khalifa Sall. Et voilà, ce qui ne fait qu'ajouter un peu à sa peine dans cette épreuve qu'il vit. En tout cas, le délibéré du procès Khalifa Sall, c'est ce 30 mars au tribunal correctionnel de Dakar, poursuivi pour les délits de détournement de deniers publics, de faux et usage faux, entre autres délits. Il risque 5 à 10 ans de prison. Mais ce vendredi, la grève des greffiers plane comme un nuage sur le délibéré. Il y a risque de renvoi pur et simple. Il est vrai que les greffiers membres du Sud-Just sont en grève pendant que l'on attend le verdict du procès de Khalifa Sall, mais la justice peut effectivement rendre sa décision en présence d'huissiers ad hoc et ce sera une décision juridiquement valable. Cependant, au plan administratif, le suivi peut poser problème. Les explications de Maître Baba Diop au téléphone de Daouda Diouf. En vérité, il n'y a pas sur le plan de la légalité, donc sur le plan juridique, aucun problème lorsque la décision est rendue par des magistrats et en présence d'un greffier, même si c'est un greffier ad hoc. Parce qu'il faut le préciser, en l'absence des greffiers professionnels, le tribunal a la possibilité de faire prêter serment quelqu'un pour assurer, ne serait-ce que temporairement, la fonction de greffier pour leur permettre de rendre la décision. Ça, c'est sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan administratif, il risque d'y avoir un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement est lié au fait que la fonction du greffier n'est pas qu'une fonction temporaire. Le greffier n'intervient pas que seulement dans l'audience. Le greffier intervient avant l'audience, au niveau de l'enrôlement. Le greffier intervient à l'audience en tenant la plume. Le greffier intervient après l'audience en délivrant les décisions qui sont rendues. Alors que le greffier ad hoc assure une fonction temporaire. Donc sa mission s'arrête quand l'audience sera terminée. Alors, au moment de la délivrance, si le greffier professionnel revient, il peut y avoir des difficultés pour que cette décision-là soit délivrée correctement. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai sur le plan de la légalité, il ne peut pas y avoir de débat possible. La décision est rendue en présence d'un greffier ad hoc, donc c'est une décision qui est régulière. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau de la délivrance de la décision. Le verdict du procès de Khalifa Sall est attendu donc demain. Karim Wade va retourner en prison s'il revient au Sénégal. C'est la conviction de Mohamed Moustapha Diagne, leader du parti Synergie républicaine, membre de la coalition Macky 2012. Selon lui, l'ancien ministre d'État doit 138 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. Écoutons Mohamed Moustapha Diagne. Il était l'invité d'RFM Matin. Karim Wade a été condamné pour 138 milliards. Vraiment, pour des Sénégalais sont en prison pour 100 000 francs, pour 50 000 francs. Ils sont dans les prisons. Celui-là, il le prend 138 milliards. Et même certains d'aucuns disent que c'est plus que ça parce que c'est dans des comptes offshore, dans des entreprises, etc., donc offshore, que l'argent a été dissimulé. Alors, si lui, malgré tout cela, il pense devenir notre président de la République, alors qu'il ne parle aucune de nos langues, que c'est seulement en 2002 qu'il a pris notre carte d'identité nationale, moi, je dis que véritablement l'État devra prendre toutes ses responsabilités. Si M. Karim Wade remet les pieds ici au Sénégal, il faudra le remettre en prison jusqu'à ce que le trésor public retrouve les deniers du Sénégal. Je pense que Karim Wade est suffisamment intelligent. Donc il n'ose même pas mettre les pieds en France. Qui n'est pas notre pays, d'autant plus au Sénégal. Je pense que donc pour vous, il ne va pas revenir au Sénégal. Il ne reviendra pas. Abdoulaye Wade sait très bien qu'il ne reviendra pas. Il a négocié pour que Karim Wade sorte. Il est sorti. Il ne remettra jamais les pieds ici. RFM 94.0, la radio en puissance. Il faut éviter l'invective. C'est une invite faite par l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. En visite à Thiès, le diplomate qui dit avoir rencontré
les différentes chapelles politiques, promet d'accompagner le processus électoral pour des élections libres, transparentes et pacifiques au Sénégal. Correspondant Cheikh Anta Diop. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a profité d'une visite à Thiès pour rassurer de l'engagement de son pays par rapport à un accompagnement du processus électoral pour des élections transparentes et pacifiques. Dr Tilinabo Muzingi. Nous continuons à accompagner le processus démocratique. Nous voulons la transparence, la liberté et les électeurs eux-mêmes décident. Nous voulons la bonne gouvernance. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, qui dit avoir déjà rencontré plusieurs leaders de partis politiques, invite ces derniers à plus se pencher sur leur programme plutôt que de verser dans les invectives. Donc nous avons rencontré coalition présidentielle, nous avons rencontré pro-Khalifa Sall. Avant de venir ici, nous avons rencontré le côté pro-WAD, pro-PS. Dans toutes ces discussions, c'est de voir exactement qu'est-ce qu'ils présentent pour le pays. Nous, quand vous venez nous voir, vous dites celui-là est mauvais, l'autre parti est mauvais, etc. Nous, la question que nous allons vous poser d'abord, qu'est-ce que vous avez à proposer pour le pays? Parce que c'est facile de dire seulement celui-là est mauvais, au lieu de dire voilà ce que moi je vais proposer pour le pays. Le peuple va décider. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal est revenu sur la conclusion des experts qui ont estimé le fichier électoral à 98% parfait. Cependant, il remarque qu'aucun fichier au monde n'est à 100% parfait, d'où la nécessité de privilégier le dialogue autour de la question. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et sachez que 80 000 cartes d'électeurs biométriques sont en souffrance dans les commissions de la banlieue. Les autorités locales invitent les électeurs à récupérer leurs cartes. Reportage dans les préfectures et sous-préfectures de la banlieue dakaroise. Salif Sow. À la sous-préfecture de Guédiawaye, le retrait des cartes d'identité se fait à un rythme peu soutenu. Près de 30 000 cartes sont en souffrance sur l'ensemble de la circonscription. Abdou Aziz Diagne, le sous-préfet. Pour être plus exact, au moment où je vous parle, nous avons 27 812 cartes en souffrance au niveau des commissions. Ce n'est pas normal. Alors l'appel que nous voudrions lancer en direction des électeurs, c'est leur demander encore une fois de se rapprocher des commissions et de procéder le plus rapidement possible au retrait de ces cartes. Au niveau de l'arrondissement de Guédiawaye, nous avons un total de 7 commissions. À Pékin, nous avons fait un tour à la préfecture. Le préfet Pape Demba Diallo, rencontré par hasard à l'entrée des locaux, nous a servi de guide. À notre arrivée, ce n'était pas le rush. Dans ce bureau situé au premier étage sont uniquement distribuées les cartes des électeurs de l'intérieur du pays, enrôlés ici. Ceux du département doivent se rapprocher des sous-préfectures d'Enyai, de Dagodan et de Thiaroye. Plus de 50 000 cartes sont en souffrance dans les commissions. Cependant, à Tuaon-Diacksao, les inscrits n'ont pas accès à leurs pièces d'identité. Celles-ci sont à la disposition de la DAF pour enregistrement. Situation similaire constatée à la préfecture de Guédiawaye. Salif Sow, Radio Futur Média. À Matam, Abdoulaye Salissal dément tout malentendu entre Macky Sall Farbangom d'un côté et Harouna Dia d'un autre côté. Pour le maire de Nabadji Siwol, Harouna Dia reste un soutien pour le chef de l'État pour sa réélection. Une sortie pour faire baisser la tension dans la zone où une descente de tous les responsables est prévue. Responsable à Péris, bien sûr, Abdoulaye Salissal au micro d'Ali Bandelion. Je suis témoin des relations très particulières entre le président de la République et Harouna Dia. Je demande formellement cette information qui n'existe pas, qui n'existe que dans la tête des personnes contre l'intérêt politique du président de la République, l'intérêt politique de la coalition Benno Bokk Yakaar. Harouna Dia est un soutien comme tous les autres leaders. Il fait partie des soutiens de premier plan de la coalition Benno Bokk Yakaar, donc du président Macky Sall. Ils ont fait le parti ensemble depuis et j'en suis témoin. Et bien que je connais la qualité des relations qui existent entre mes deux frères, mes deux amis, mes deux compagnons que sont Farbangom et Harouna Dia. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont engagés pour la seule bataille qui vaille dans ce pays, qui est la réélection au premier tour du président Macky Sall. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Harouna est en contact permanent avec Farbangom. Moi, je suis en contact permanent avec les deux. Nous nous retrouvons tous au niveau des instances du parti pour discuter de la situation générale du parti au niveau national et au niveau de la diaspora. Et dans un avenir très proche, vous allez voir les responsables de l'ensemble de la région de Matam se retrouver pour un grand événement pour que tout le monde sache que ce qui s'est dit ou ce qui se dit est totalement faux.
Les premiers signes de l'opération de retrait des enfants de la rue lancée hier ne sont pas encore visibles sur le terrain. Entre Ouakam et Almadi, les enfants talibés continuent de circuler. C'est ce qu'a constaté notre reporter ce matin, Nafissa Toussila. Les enfants talibés encore dans les rues, c'est le cas ce matin aux Almadi. Pape Ndao, vendeur de journaux, en a croisé et très tôt le matin. Depuis ce matin à 7h, j'ai croisé beaucoup de talibés. Ils viennent de quitter le rond-point des Almadi à 9h. J'en ai même aperçu une bonne dizaine. Je les ai vus de mes propres yeux très tôt le matin. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est encore là près de la banque en train de mendier. Abdou Sek, lui aussi, en quittant son domicile, a fait le même constat. Tongor a ici, j'ai croisé de nombreux talibés. Ils sont partout présents. À Ouakam, près du marché, un jeune talibé prend tranquillement son petit déjeuner. Interpellé sur le retrait des enfants, le petit reste bouche bée. Un peu plus loin, toujours à Ouakam, un groupe de talibés, leurs pots en main, ont fini de faire la manche. Mondara se trouve à Ouakam. Nous, on a commencé à mendier depuis 8 heures à la station d'essence. Pape Ndao et Abdou Sek ne sont pas du tout convaincus par cette opération de retrait des enfants de la rue. Moi, je ne suis pas optimiste par rapport à cette opération de retrait des enfants. Je crois qu'il faut insister plutôt sur les daara modernes. Nos gouvernants répètent tout le temps les mêmes choses, mais rien du tout. L'opération de retrait des enfants de la rue paraît très timide. Pour l'heure, les talibés circulent encore dans la capitale. En plus bref, le Saint-Pix condamne le licenciement de 3 journalistes de Sud Quotidien. Il s'agit de Bakary Domingo Mané, Mam Ali Conte et Cheikh Tidiane Baye. Selon Ibrahima Khaliloula Ndiaye, le secrétaire général du Saint-Pix, le combat est porté devant la justice. RFM. L'actualité internationale. Mali, un hôtel a été attaqué la nuit dernière, Sornana Tambaye. C'est à Bandiagara, dans le centre du pays. 2 personnes ont perdu la vie. Des terroristes, des éléments de la garde nationale ont réussi à repousser les 5 assaillants armés. Plusieurs coups de feu ont été entendus. Une femme employée de l'hôtel a été grièvement blessée selon des sources. Mauritanie, une cour spéciale à Nouadhibou tient sa première audience et condamne 3 esclavagistes. Cela intervient une semaine après un rapport d'Amnesty International accablant la Mauritanie. L'Organisation de défense des droits de l'homme a recensé 43 000 cas d'esclavage en 2016. Les détails avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Salek Amar et Hamoudi Salek ont été condamnés à 20 ans de prison et à une amende de plus de 7 millions de francs CFA environ pour pratique d'esclavage. Une 3e accusée, Riva Mohamed, a été condamnée à 10 ans de prison. La Cour criminelle spécialisée de Nouadhibou tenait sa première audience depuis sa création en novembre 2016. Une audience qui intervient une semaine après la publication d'un rapport d'Amnesty International. L'organisation parle de 43 000 personnes réduites en esclavage. La Mauritanie a instauré depuis 2016 3 cours criminelles spécialisées dans l'esclavage, mais seules 2 personnes ont été condamnées en 2016, alors que ces juridictions avaient été saisies de 47 dossiers dans lesquels 53 suspects étaient impliqués, révèle Amnesty. Et l'organisation affirme avoir constaté que la police, les procureurs et l'appareil judiciaire ne répondaient pas de façon appropriée aux cas d'esclavage signalés. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et dans ce même contexte, un journaliste photographe franco-marocain a été expulsé de la Mauritanie et les images sur son appareil photo ont été effacées. Seif Kousmet a été arrêté puis expulsé à cause d'un reportage qu'il réalisait sur l'esclavage. Reporters sans frontières parle d'une décision arbitraire. François Compaoré sera-t-il expulsé de la France vers le Burkina Faso? La réponse sera connue le 13 juin prochain. C'est ce jour, Antoine, que la justice française va se prononcer sur la demande d'extradition introduite par l'État burkinabé. Le frère de l'ancien président est cité dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Ndeye Fatou Ly.
Maître Pierre-Olivier Sur craint que la peine de mort ne s'applique à son client, mais il est rassuré par l'avocate représentant le Burkina Faso, Anta Guissé, qui estime qu'il y a une réforme du code pénal qui est en cours avec l'abolition de la peine de mort à la clé. Elle a aussi affirmé que le Burkina Faso a signé le moratoire sur la peine de mort. Les conseils de François Compaoré ont pointé du doigt l'absence dans le dossier des documents qui incrimineraient le client. Selon Maître Pierre-Olivier Sur, ces documents ne sont pas dans le dossier parce qu'ils n'existent pas. L'avocat a aussi longuement dénoncé une procédure politique. Il pense que c'est parce que le tribunal ne peut pas juger Blaise qu'il a changé son fusil d'épaule et essaie de juger le petit frère que la presse appelle le petit président. Toutefois, François Compaoré a clamé son innocence en fin d'audience en jurant qu'il n'a jamais été un criminel. Maroc. Le pays revoit sa copie en matière d'immigration. Les immigrés en situation irrégulière pourront désormais facilement obtenir la carte de séjour. La Commission nationale de suivi et de recours de la deuxième opération de régularisation lancée en 2016 a décidé d'assouplir les critères d'admission et surtout pour les femmes et les enfants. Casablanca, Hadim Bay. L'objectif affiché par le Royaume est d'accueillir le maximum d'étrangers originaires notamment d'Afrique subsaharienne. Or, dans le cadre de la deuxième opération exceptionnelle de régularisation des migrants, une opération lancée en 2016 qui vient de se terminer, près de 17 000 demandes de cartes de séjour ont été rejetées, soit plus de la moitié du nombre des candidatures. Dès lors, l'assouplissement des critères d'éligibilité pour rendre plus accessible le précieux permis semble ainsi justifié. Voulu par la Commission nationale de suivi et de recours, dont la mission est de statuer sur les demandes non satisfaites, la nouvelle norme vise notamment les migrants les plus vulnérables. Sont concernés les mineurs non accompagnés, les femmes et leurs enfants, les travailleurs étrangers sans contrat de travail. La liste n'est pas exhaustive. À travers cette politique d'ouverture, qui selon le Conseil national des droits de l'homme, s'inscrit dans le cadre d'une philosophie pleinement humaniste, le Maroc sourit encore une fois de plus à l'Afrique. Ainsi, l'accueil des migrants semble devenu un atout d'intégration pour le pays de l'Afrique du Nord qui caresse le rêve d'intégrer le juteux marché de la CEDEAO. Radio Mbaye, Casablanca, Radio Futur Média. Affaire du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Plusieurs hauts responsables de l'ancien régime sortent de prison. Et ils sont désormais placés en résidence surveillée dans la capitale Tripoli. Ces 5 individus sont témoins dans l'affaire Nicolas Sarkozy et ils pourraient à la longue être libérés comme ce fut le cas pour Saïf al-Islam, le fils de Mohamed Kadhafi. Fatoussi. Détenus pendant plusieurs années dans la prison d'Al-Dadaba, des dignitaires libyens témoins dans l'affaire de présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 sont désormais en résidence surveillée à Tripoli. Dans la prison, ils déclarent avoir été torturés et privés de promenade. Mais depuis fin mai, ces derniers sont dans des lieux tenus secrets, une villa sous haute surveillance où leurs conditions de vie ont totalement changé. Ils ont même des installations médicales. Cependant, leurs familles et leurs avocats sont inquiets car ils sont sans nouvelles. Le procureur général de Tripoli ne dit pas savoir le lieu de détention depuis l'attaque de la prison Al-Adaba le 26 mai 2017. Le placement en résidence surveillée de ces 5 dignitaires libyens ressemble au cas de Saïf al-Islam Kadhafi qui fut placé pendant des mois dans une résidence surveillée et avait ensuite bénéficié de l'amnistie générale décrétée par le Parlement de Tobrouk. Après tout, ces dignitaires pourront eux aussi subir le même sort même si la question divise toujours la classe politique libyenne. La question qui se pose est si ces dignitaires de l'ancien régime libyen seront bientôt libérés. Fatoussi Antoine et voilà, c'est tout. Merci Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les boycotts de l'opposition, on en parle dans quelques instants avec Pape Biram Touré, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et Seine Abouad, ancienne parlementaire, membre de Taxawu Sénégal. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Antoine. Le handball en ouverture, Challenge Trophy zonal. Le Sénégal joue doublement à la République de Guinée ce soir à Nouakchott. C'est en cadet et en junior. L'objectif assigné est atteint, mais le Sénégal ambitionne de remporter les 2 trophées. Ce sont là les propos de Pape Ibn Sarr, le coach des juniors sénégalais que nous avons joint ce matin à Nouakchott. L'objectif
l'objectif est atteint parce qu'on s'était fixé, comme je l'ai déjà, d'arriver en finale. Ensuite, une fois en finale, suivant l'adversaire, essayer de travailler en conséquence pour ramener le titre au Sénégal. Je rappelle, chez les U20, nous sommes détenteurs du titre et chez les U18, c'est la première fois que cette compétition est organisée au niveau de la zone 2. Ce sera un match très difficile. Donc, on a tenu à dire aux jeunes dès la fin des demi-finales, ce sera un match qui se jouera jusqu'au bout. Rien ne sera négligé. En plus, comme on a observé la Guinée, qui a joué sur plusieurs temps, et c'est un adversaire très coriace. Donc, on a eu à les battre chez eux en 2016. Donc, il y a cette esprit de revanche qui va les animer. Mais nous, on garde nos chances de nos côtés parce qu'on n'a pas montré tout ce qu'on a préparé jusqu'à présent. Coupe du Sénégal de football, suite des 8e de finale cet après-midi. Au stade Alassane Djigo, à partir de 15h, le centre sportif athlétique de Dakar, club de division régionale qui défie Entente Jeunesse Faticoise. Juste après 17h, Renaissance de Dakar fera face à Kaolack FC, club de National 1. Et puis en 16e de finale, retard au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Teungueth FC va en découdre avec Thiès FC. Le vainqueur affronte en 8e de finale de Kondo de Louga. En 16e de finale, retard de la Coupe du Sénégal. Notez que Génération Foot a éliminé Darussalam 3-1. Donc une qualification pour la formation de Génération Foot qui affronte Espoir de Guédiawaye pour le prochain tour. Sont qualifiés pour le quart de finale AS Douanes et Diamono de Fatick. On termine avec le basket, cher Tidiane. Cité parmi les outsiders à l'entame de la saison de basket, l'Université Gaston Berger peine à décoller encore. Sur 12 matchs, les Saint-Louisiennes ont connu 12 revers. Sodetiam. À part la 2e et la 9e journée, l'UGB n'a enregistré que des défaites dans le championnat. Une situation critique qui explique sa position 11e au classement. Selon l'entraîneur Chérif Cissé, cela est dû au nombre de départs. Bon, cette année, l'objectif était de construire encore une autre équipe. Bon, les arrivées que j'ai amenées dans le bloc qui ont passé pratiquement 2 ans sans jouer de basket. Donc, c'est normal à ce rythme-là qu'on essaie de construire pour décoller. Pour la capitaine de l'UGB, qui s'est absentée durant 2 mois, c'est écœurant de voir le club de l'Université Gaston Berger se trouver dans cette situation. Nassir Abba. Je viens à peine de recommencer à jouer. Et il y a une ancienne de l'équipe aussi, Marie Dieye, qui est aussi malade jusqu'à présent. C'est ce qui est en train de poser des problèmes à notre équipe. Et la mauvaise préparation de l'équipe aussi. Ça me fait trop mal parce que l'objectif de cette équipe, c'est pas de jouer et de perdre des matchs. Vraiment. Et l'équipe aussi a de grandes joueuses. L'équipe ne doit pas vivre ces genres de situations. Cependant, la capitaine, tout comme l'entraîneur de l'UGB, reste optimiste pour les matchs à venir. Si, parce qu'il nous reste beaucoup de matchs qu'il faut gagner impérativement, je dis bien. Le championnat n'est pas encore fini, sincèrement. On essaiera de faire tout notre possible pour aller en play-off. Pour eux, tout passe par leur prochaine rencontre contre Derklé Basket de Loisirs, un club qui leur avait bien réussi. Soletia, merci Antoine, c'est bien fini la page des sports. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM Midi. RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Au menu de Point de vue, les boycotts de l'opposition. Pour en parler, nous avons Pape Birahim Touré, c'est le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Bonjour, honorable député. Oui, bonjour. Madame Seynabou Wade est également en ligne, ancienne parlementaire, membre de Taxawu Sénégal. Votre parti, c'est Bokk Gis Gis. Bonjour, madame. Bonjour, Antoine. Alors, Pape Birahim Touré, comment voyez-vous le fait que l'opposition ait boycotté, disons, a déclaré qu'elle ne sera pas à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle a eu à boycotter aussi le processus électoral. Je parle bien de l'opposition dite significative qui est également représentée à l'Assemblée nationale. Oui, merci. Donc, je retiendrai effectivement qu'une partie de l'opposition, je ne qualifierai pas l'opposition dite significative ou pas, mais c'est une partie de l'opposition, effectivement, qui a pris cette position. Je dois rappeler... Elle est quand même significative parce que celle qui est représentée à l'Assemblée nationale, c'est cette même opposition qui n'a pas été au processus électoral. Ça, quand même, c'est un fait. Oui, mais l'autre opposition ici est significative. En quoi elle est significative? Est-ce qu'on connaît sa taille électorale et son poids électoral? Mais c'est des partis d'égale dignité.
je pense qu'on ne peut pas, si on parle de partis et d'opposition, donner des qualifications autres que c'est des partis légalement. Dans ce cas, on devrait arrêter de parler de partis cabine téléphonique. Mais justement, il en existe. C'est la question de rationaliser les partis politiques. Mais à partir du moment où, dans notre législation, on accorde un parti politique sa reconnaissance de l'égalité, il est un parti politique et d'égale dignité. D'égale dignité. L'APR est égale aux autres partis. Il n'y a pas de différence du point de vue électoral. Vous voyez dans les négociations, l'APR est convoquée de la même manière que tous les autres partis. Et là-bas, chaque parti a sa dignité. Donc, il faut le reconnaître. Oui, par rapport justement au boycott, revenons-en. Maintenant, par rapport au boycott, je dois dire, l'opposition a évoqué, je pense qu'une raison qu'elle ne devrait pas évoquer. Parce que l'opposition a dit qu'elle ne viendra pas parce que tout simplement le Premier ministre devrait venir plus tôt que maintenant. Je dois rappeler que cette disposition qui existait effectivement dans notre règlement intérieur et qui exigeait que le Premier ministre vienne à l'Assemblée nationale pour des questions d'actualité, mais n'a jamais été fait. L'opposition, par le biais de ce président du groupe parlementaire qui aujourd'hui évoquait cette raison-là, était là. Un Premier ministre n'est jamais venu à l'Assemblée nationale donc pour des questions d'actualité. C'est avec la majorité de Benno Bokk Yakaar que cette disposition est respectée. Ça, il faut le rappeler. Alors, maintenant, le temps de parole est réparti dans le bureau. Et c'est faux de dire que l'opposition a 10 minutes et que tout Benno Bokk Yakaar a 122 minutes. C'est pas vrai. Benno Bokk Yakaar a 30 minutes et 30 minutes qui correspond aussi au nombre de députés que constitue Benno Bokk Yakaar. Parce que le temps de parole est réparti au prorata des groupes parlementaires par rapport à leur composition. Alors, l'opposition, Liberté, donc, a 3 orateurs. Donc, en fonction de 3 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais donc, en tout cas... sur ce plan, rien à dire. Mais rien à dire. Sur les 14 questions, Benno Bokk Yakaar a 10 questions et l'opposition réunie entre le groupe Liberté, Démocratie et les non-inscrits ont 4 questions. Très bien. En fonction de leur représentation par rapport au nombre de députés. Très bien. Donc, je reviens à vous tout à l'heure, donc Pape Biram Touré. Alors, Madame Seynabou Wade, l'opposition est prompte, en tout cas c'est le sentiment le mieux partagé, prompte à boycotter, et surtout quand il s'agit de choses importantes. Mais pourquoi? Non, ce n'est pas boycott parce qu'il y a des choses importantes. Je pense qu'ils doivent marquer... Le dialogue sur le processus électoral est important. On n'a pas vu l'opposition dite significative. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec ce soi-disant dialogue. Ce n'est pas la première fois qu'on les convoque. Est-ce que ce serait pas mieux d'y être et de défendre ses positions, même si on sait qu'on est minoritaire? Mais défendre ses positions et après, le président va faire ce que bon lui semble. Il l'a fait avec la Sénérie, vous vous rappelez? Quand le président Bao lui a donné, il a dit, je vais prendre ce que je veux. Donc, autant ne pas perdre son temps avec ça. Le boycott, est-ce une solution? Surtout pour aujourd'hui, c'est une solution. Pour les autres cas? Non, je vous donne l'exemple. J'ai été de la 12e législature. Oui. Déjà, c'est l'Assemblée nationale à son article 92 qui permet aux députés de recevoir 7 fois, je dis bien 7 fois, les membres du gouvernement. 7 fois, j'ai bien dit par mois. Oui, j'ai bien entendu. Oui. Voilà, donc ils ne vont pas attendre aujourd'hui pour sur les, comme il l'a dit, sur les 2 heures, le donner. Lui, il a dit 3 minutes multipliées par 4, ça fait 12. Sur 2 heures de temps, ils ne vont pas venir rien que pour 12 minutes. Mais c'est pas fait au prorata. Vous pensez que c'est pas fait au prorata? Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les députés viennent à l'Assemblée pour travailler. Moi, je l'ai vécu. Et je l'ai toujours dénoncé. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils boycottent aujourd'hui et qu'ils discutent sur ce qu'ils vont faire après. Sinon, ils vont passer 5 ans dans cette même situation. Ce n'est pas bon, Antoine. Nous sommes dans un pays de démocrates. Et nous faisons tout pour mériter d'être des démocrates. Je pense que c'est le gouvernement ou bien c'est même monsieur le président de la République qui doit revoir ce qui se passe à l'Assemblée. Très bien. Antoine, 2 heures de temps pour 12 minutes pour l'opposition. Qu'on ne parle pas de majorité.
C'est une majorité. Mais est-ce que ce n'est pas les textes qui le disent aussi? Non, le texte ne le dit pas. Uh-huh. Le texte ne le dit pas. Le texte ne dit pas, c'est l'article 92 est assez clair. Il permet aux députés de recevoir les membres du gouvernement sur des questions d'actualité, des questions écrites et des questions orales, et ils sont tenus de répondre. Oui, et le temps de parole quand même est bien défini. Si le temps de parole n'était pas défini, oui, c'est par rapport à ça. On n'est pas encore sur certains pléniers, mais c'est des questions orales, c'est des questions qui concernent le Sénégal. Très bien. Donc c'est tout à fait normal qu'on discute et qu'on trouve quand même des solutions pour ça. Merci. Nous avons compris. Je vous retrouve dans quelques instants, madame. Vous gardez la ligne. Pape Birahim Touré, pour terminer rapidement. De façon globale, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Lors du processus des discussions sur le processus électoral, je l'ai rappelé. Mais est-ce que la majorité ou la mouvance présidentielle ne profite pas de sa position pour coincer l'opposition? Mais je dois peut-être préciser, Antoine, avant que le même mode de calcul qui a été utilisé l'a été toujours pour les questions d'actualité ici dans le gouvernement. D'accord. Alors, nous disposons de 30 orateurs à raison de 3 minutes et eux, ils disposent de 4 orateurs. Donc ça, c'est calculé. D'accord. Ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Oui, répondez maintenant à ma question. Ils ont décidé de boycotter. Vous ne profitez pas de votre position pour les coincer l'opposition de façon globale. Pas du tout. Nous sommes des représentants du peuple sénégalais. Et vous verrez que lors de cette séance-là, les questions qui préoccupent les peuples sénégalais seront posées. Que ce soit l'opposition ou la majorité, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour un parti. Nous serons là pour le peuple sénégalais et des questions qui sont posées par le peuple sénégalais seront posées aujourd'hui au gouvernement qui apportera des réponses. Très bien. Maintenant, vous avez parlé du processus électoral. Moi, je pense que l'opposition aujourd'hui, alors qui avait déclaré par le premier de cette opposition-là, qui est Maître Abdoulaye Wade, qui avait dit que je ne participerai pas à des élections organisées par le président Macky Sall, a à l'avance défini la posture à adopter pendant toutes ces négociations-là. Qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement qui a la responsabilité de conduire des élections, dans la façon la plus transparente, la plus régulière, doit prendre ses responsabilités à un moment venu. Donc, il a ouvert des discussions, des discussions auxquelles beaucoup de partis ont participé. Il y a eu, en tout cas, des points de convergence, il y a eu des points de divergence, et à un moment donné, il fallait prendre une position. Et sur la question du parrainage, comment voulez-vous... Oui, on termine, oui, je terminerai par ça. Comment voulez-vous conquérir le suffrage des Sénégalais sans pour autant avoir la possibilité de se donner le moindre de représentativité au niveau national? 65 000 signatures. Mais quand même, on ne peut pas se retrouver avec des candidatures fallacieuses, avec des candidatures fantaisistes. Merci Pape Birahim Touré, député vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Madame Seynabou Wade, je termine avec vous. Est-ce qu'à ce rythme, l'opposition ne risque pas d'être toujours absente quand c'est important et d'être peut-être présente sur les médias? Mais présent, pourquoi faire, Antoine? Antoine, je vous dis encore, ils n'ont que 12 minutes sur les 2 heures. Oui, j'ai bien entendu. Oui. C'est important. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? C'est pas suffisant. Ils vont organiser et puis vous ignorez. Oui. Le ministre a déjà les questions. Il va venir avec sa réponse. Oui. Les je veux dire, est-ce que l'opposition ne doit pas... Il a parlé du président Abdoulaye Wade, il a parlé de Macky Sall, mais là, c'est pas seulement le PDS. Il y a Taxawu Sénégal qui est là-bas. Oui. Il y a PUR qui est là-bas. Donc, Réumi. Il y a Réumi et Taxawu Sénégal. Donc, il y a Taxawu Sénégal. Oui. Il y a PUR qui est là-bas. Donc, il ne nous parle pas d'Abdoulaye Wade. Ce qu'il faut dire, c'est essayer de discuter et de trouver une solution. Très bien, mais est-ce que... Les gens ne vont plus perdre leur temps pour 12 minutes pendant 2 heures et laisser Benno Bokk Yakaar qui parle de majorité, mais majorité obtenue grâce à des offres de mission lors des élections. Oui, pour terminer, est-ce que l'opposition ne doit pas penser sa stratégie de lutte au lieu de boycotter toujours? Non, c'est le président qui doit revenir à la raison pour savoir qu'il est le président de tous les Sénégalais. Oui. C'est lui qui doit être au-dessus de la mêlée. Merci Madame Seynabou Wade, ancienne parlementaire, membre de Taxawu Sénégal. Vous êtes de Bokk Gis Gis.
C'est le nom de votre parti et le rappel des titres. Casamance, braquage à Bassican ce matin. Il y a un mort et 2 blessés. Un passage à l'Assemblée nationale sans la présence de l'opposition. Le Premier ministre fera face à la représentation nationale pour répondre à des questions d'actualité. Les citoyens sont à l'écoute. Verdict du procès de Khalifa Ababakar Sall. C'est dans 24 heures. Les deux parties affichent en ce moment la sérénité. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alun Diassé et Abdoulaye Didi Diop. Réalisation d'Aoude Diouf et Elhaj Ndiogoudien. 13h, Elhaj Ndiogoudien pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.